Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Mercredi 20 septembre 2023, bonsoir et bienvenue à notre édition. Les principaux titres pour commencer. Des agents du service national des renseignements toujours cités dans des crimes d'enlèvement. Le kidnappeur des deux hommes enlevés à Kamenge lundi soir a été identifié. C'est un agent des renseignements, comme vous l'entendrez tout à l'heure. 5 mois après l'arrestation de l'homme fort du CNDD-FDD, le général Alain Guillaume Wunyoni, aucun changement en ce qui est du respect des droits de l'homme. L'initiative pour les droits humains au Burundi qualifie le système CNDD-FDD d'un système dur à changer. Et enfin, le problème des départs massifs des médecins évoqués à l'Assemblée nationale. Répondant aux questions des députés, la ministre de la Santé a annoncé que le gouvernement travaille déjà sur la question. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ouvrons le journal par la page droits de l'homme. Un détenu est mort ce lundi dans le cachot de la police judiciaire au chef-lieu de la province Ngozi suite à la torture lui infligée par un Imbonerakure. Ce dernier l'accusait de vol. Les défenseurs des droits de l'homme au nord du pays demandent que justice soit faite. Le point avec Danny Claire. Il la trouve. Ce détenu qui est mort au cachot de la police judiciaire au chef-lieu de la province Ngozi était connu sous le nom de Pascal Ndouimana, natif de la localité d'Omihigo en commune Usiga dans cette même province d'Ngozi. Dimanche dernier, Pascal Ndouimana a été arrêté par un Imbonerakure connu sous le sobriquet d'Oyamani, habitant le quartier Moulemela de la ville d'Ngozi. Nos sources Ngozi indiquaient Pascal Ndouimana a été sérieusement tabassé et torturé à l'aide des gourdins, accusé de voler un compteur du courant électrique. Selon toujours nos sources, Pascal Ndouimana a été torturé sous l'ordre d'un Imbonerakure du nom de Pierre Wulato, chargé de la sécurité au sein du parti CNDD-FDD au niveau provincial. Cet Imbonerakure du nom de Yaman ayant constaté que la victime était dans un état critique, il a fait un montage selon lequel la victime aurait volé un régime de bananes pour impressionner la police. Pascal Ndouimana est mort dans cette même nuit de dimanche à lundi au cachot de la police judiciaire d'Ngozi. Selon toujours nos sources Ngozi, la victime a été enterrée par les autres détenus le même jour, sans avertir sa famille. Mardi dernier, cet Imbonerakure du nom de Yamani a été arrêté par la police, mais il a été libéré après quelques heures sur l'ordre de Samson Nkurunziza, président du parti CNDD-FDD en commune Ngozi. Les défenseurs des droits humains au nord du pays ainsi que la famille de la victime demandent la justice. Les informations qui nous sont parvenues ce soir en provenance d'Ngozi indiquent que Yaman aurait été arrêté de nouveau et incarcéré au cachot de la police judiciaire d'Ngozi depuis ce mercredi. Merci Danny Claire. Il a trouvé un travailleur de l'université du Burundi, campus Kamenge, se trouve dans un état critique après avoir été sérieusement tabassé la nuit du dimanche dernier par un étudiant du dit campus, membre également de la milice Imbonerakure. Les informations en provenance de ce campus font savoir que cet Imbonerakure manifeste un comportement sauvage face aux étudiants non militants du parti au pouvoir. Reportage signé Elvis Nyamwongere. Cet centenaire de l'université de Burundi au campus Kamenge qui a été tabassé dans la nuit de ce dimanche s'appelle Medane Nkeshimana. Selon les informations recueillies sur place, tout a commencé vers 23h lorsqu'un étudiant de la faculté de psychologie en première licence de notre Ferdinand Miburo était de retour au campus et a agressé cet centenaire, lui reprochant d'avoir laissé la porte ouverte. Cet étudiant, en même temps membre de la milice Imbonerakure du CNDD-FDD, a tabassé la centenaire jusqu'à ce qu'il perde connaissance. C'est ainsi que certains étudiants et travailleurs dans ce campus ont évacué la victime vers l'hôpital Roi Khaled.
nos sources au campus Kamenge indiquent qu'il n'a pas été reçu à cet hôpital car il n'avait pas d'argent. Il a été ramené au campus et a été déposé devant la chambre de l'étudiant agressé. Le lendemain, c'est toujours nos sources. Le responsable du campus Kamenge a sollicité l'intervention du chargé de la sécurité à l'université de Burundi et ce dernier a arrêté Ribonerakure Ferdinand Miburo et il a été incarcéré au cachot de la commune Nhangwa. Ce qui a surpris les étudiants et les employés au campus Kamenge, c'est la libération de cet Imbonerakure ce mardi. Il demande que cet étudiant agresseur soit arrêté de nouveau et puni conformément à la loi. C'est au moment où cet Imbonerakure est aussi cité dans d'autres cas de violation des droits azimés. À ce propos, nous avons essayé de contacter Adolphe Ndaikengurukiye, le responsable du campus Kamenge, mais sans y parvenir. Je vous l'avais dit au début de ce journal, la famille des deux personnes enlevées dans la zone Kamenge, Bosco Witangaro et Bosco Muhimbare, demande que la justice burundaise l'aide à trouver leurs membres. Selon cette famille, les leurs ont été enlevés par un certain Rama, agent du service national des renseignements. Jusqu'à présent, à part qu'ils n'ont retrouvé aucun de leurs parentés, ils ne savent pas même s'ils sont encore en vie. Le point avec Emmanuel Niungeko. Ça fait 2 jours que Bosco Bitangaro et Bosco Muhimbare sont arrivés et personne dans leur famille ne sait rien concernant cet enlèvement après leur arrestation par des agents qui portaient des tenues policières dans la zone de Kamenge où ils prenaient un verre. Les sources de la RPA parmi ceux qui étaient sur place lors de l'arrestation de ces 2 personnes indiquent que parmi ceux qui ont enlevé Bosco Bitangaro et Bosco Muhimbare figure un agent du service de renseignement de Bujumbura, le nommé Rama. Ce dernier, son véhicule avait comme plaque HIA 1602. Pour ceux qui veulent nous aider à trouver les nôtres, ils ont été enlevés par un véhicule de plaque HA 1602 conduit par un certain Lama, agent du service national de renseignement à Bujumbura. C'est le même Lama qui a enlevé les nôtres. Nous vous demandons de nous aider à trouver les nôtres. Les membres de la famille de ces 2 hommes craignent pour la sécurité de leur. Ainsi, ils demandent à la justice burundaise de leur venir en aide. De plus, ils demandent que leur comparaissent devant le tribunal s'ils sont accusés de quelque chose. Nous, en tant que membres de leur famille, nous demandons que les nôtres soient remis à la justice pour qu'ils soient entendus. En plus, nous voulons savoir où ils sont détenus pour les voir et leur donner à manger. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas s'ils sont encore en vie. Nous ne savons pas le pourquoi de leur enlèvement. Malgré tout ce qui se dit ici et là, nous ne savons pas s'ils sont en paix. Nous voulons les voir et savoir au moins s'ils sont en vie. Nous demandons que la justice fasse son travail afin que les nôtres restent en vie. La rédaction de la RPA a essayé encore une fois de joindre Pierre Murikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, mais sans y parvenir. Merci Emmanuel Niungeko. Et contradiction dans le dire et le faire du gouvernement burundais quant à son programme de rapatriement. Certains rapatriés font face à diverses difficultés, quelques-uns étant même exécutés froidement. Josiane Mozaneza. Vous savez que depuis 2015, il y a des Burundais qui ont fui le pays et qui ont été accueillis par le Rwanda. Certains sont dans la ville de Kigali, d'autres dans d'autres villes, tandis que d'autres sont dans le camp de réfugiés de Mahama. Alors le gouvernement burundais a décidé de sensibiliser les réfugiés burundais au rapatriement pour qu'ils contribuent à la construction de la nation. C'est ainsi qu'il nous a mandatés pour venir nous entretenir avec le gouvernement rwandais sur comment accélérer le rapatriement massif des volontaires. Tels sont les propos tenus le 20 décembre 2022 au Rwanda par André Ndayambaje, qui conduisait une délégation burundaise qui avait pour mission de convaincre les Burundais sur le bien fondé de leur rapatriement. Ce jour-là, les Burundais réfugiés au Rwanda, plus particulièrement ceux vivant au camp de Mahama, étaient encore en deuil car ils pleuraient toujours leur ami
ami et camarade, Ferdinand Nyandwi dit Kambaingwe, assassiné par des agents du gouvernement quelques jours seulement avant l'arrivée de cette délégation burundaise, c'est-à-dire le 26 novembre 2022. Le crime a eu lieu en province Kirundo, province natale du disparu. Les policiers et militaires qui lui ont ôté la vie l'ont d'abord molesté avant de lui tirer une balle dans l'oreille. Le lendemain du meurtre, le ministère de l'Intérieur s'est empressé de justifier ce crime, arguant que Ferdinand a été fusillé alors qu'il tentait de fuir les policiers qui venaient de l'arrêter en possession d'une arme à feu, ce que les habitants de la place rejettent, surtout que les policiers en question ont tout fait pour effacer toute trace de cet assassinat et sont allés jusqu'à jeter le corps de leur victime à des kilomètres à la ronde du lieu du crime, dans la forêt d'Omurehe, connue sous le nom de Mnyanza Giabusoni. Toujours en 2022, mais cette fois-ci le 1er janvier, un certain Pascal Choyitungiye, originaire de la province Ngozi, a été enlevé 24 heures seulement après son retour du Rwanda. Ses ravisseurs, à savoir les Imbonerakure prénommés Paul et Gilbert, ainsi que leur chef nommé Moussa Fili Nyonguru, l'ont embarqué à bord d'une voiture Toyota TI de couleur blanche et à vitres teintées, sans immatriculation. Le même trio a par après été récupéré par une autre voiture appartenant au responsable provincial des renseignements à Ngozi, en la personne de Salvatore Horihodze. Toujours en Ngozi, le nommé Claude Mabonyabagenzi, originaire de la commune de Giterani en province Muyinga, a été kidnappé par des Imbonerakure de la place 2 semaines seulement après son retour du camp de Mahama au Rwanda. Cela s'est passé le 31 mars 2021. Depuis, personne ne l'a plus revu. Le 23 août de la même année, c'était au tour du nommé Christophe Nyonzima d'être porté disparu. Son arrestation aux allures d'enlèvement a eu lieu à l'intersection des routes menant vers les provinces Ngozi et Muyinga. Ses ravisseurs étaient tous des agents du service des renseignements militaires, à la tête desquels se trouvait le lieutenant-colonel Libert Nyonguru. Chauffeur de bus, Christophe Nyonzima s'était rapatrié 8 mois auparavant en provenance du Rwanda voisin. Pas plus tard que ce lundi 18 septembre 2023, un certain Bosco Muhimbari a été enlevé, lui et son beau-frère, par des gens en tenue policière, alors qu'ils étanchaient leur soif dans l'un des bistrots situés en zone Kamenge. Bosco Muhimbari était lui aussi rentré du Rwanda 3 jours avant, c'est-à-dire le 15 courant, après 8 ans d'exil. Les témoins oculaires craignent qu'il ne soit plus de ce monde, vu la façon dont ils ont été molestés à l'aide des gourdins. La liste des Burundais assassinés ou enlevés après leur retour au pays est exhaustive, mais leur point commun est qu'ils ont répondu à l'appel leur lancé en 2020 par l'actuel président Évariste Ndayishimiye. En effet, ils lui ont fait confiance et l'ont suivi les yeux fermés parce qu'ils pensaient qu'il allait changer les choses, compte tenu des discours mielleux qu'il prononçait. Aujourd'hui, les familles des victimes sont consternées et ne savent plus à quel saint s'avouer, vu qu'elles n'ont personne pour les aider à retrouver la trace des leurs. Et c'est sans parler des Burundais originaires de la province de Cibitoke, récemment rapatriés de la République démocratique du Congo, qui ont vu tous leurs paquets retour octroyés par le HCR, confisqués par des policiers sur ordre du ministre Martin Niteretse, ayant la sécurité dans ses attributions, ce qui pousse plus d'un à se demander pourquoi le gouvernement insiste tant pour que les réfugiés se rapatrient, si c'est pour finalement finir par les trucider. La commission Vérité et Réconciliation a présenté ce lundi un rapport des crimes commis au Burundi depuis l'époque coloniale jusqu'en 1973. Le rapport a été présenté devant le Parlement. Émile Nibasumba. turamutse tubereka kamere kubwo bubisha bwose bwo kuva ku muzo w'abakoloni. Devant les deux chambres du Parlement burundais, le président de la commission Vérité et Réconciliation a indiqué ce lundi qu'au début, le rapport d'étape parle des crimes commis à l'époque coloniale, à partir de 1896. La sévère du Burundi déclare solennellement que les colonisateurs allemands et belges ont commis au Burundi des crimes économiques attentatoires aux droits de l'homme avec la complicité des missionnaires catholiques. Mais ce rapport d'étape de la CVR revient surtout sur les crimes commis en 1972 et 1973. La commission Vérité et Réconciliation déclare solennellement que les commanditaires et les exécutants du crime et d'assassinat du roi Ntare V
se sont rendus coupables de crimes d'enlèvement, de torture, d'assassinat, de traitements inhumains et dégradants, d'exécution sommaire et extrajudiciaire et de mutilation de cadavres. Ces crimes si haut énumérés contre le roi Ntare V se situent dans le cadre des violations massives des droits de l'homme que la CVR a déjà qualifié de génocide contre les Bahutus du Burundi, de crimes contre l'humanité commis contre les Bahutus à travers tout le pays, de crimes contre l'humanité commis contre les Batutsi et de crimes contre l'humanité commis contre les Batwa, car l'exécution de Ntare V rentre dans le déclenchement du génocide de 1972-1973. Gaston Sindimo, député issu du parti UPRONA, est parmi ceux qui ont affiché leur réticence à l'égard de certains points contenus dans le rapport de la CVR. Avant 72, on attribue ces crimes au gouvernement, même les membres de l'UPRONA tués, on ne parlait pas de leur parti, alors qu'il y avait un seul parti à l'époque. Mais en 1972, la plupart des crimes sont attribués à l'UPRONA. J'ai parlé d'André Yande, le secrétaire exécutif de l'UPRONA et ses adjoints. Comment est-ce possible que le chef du parti organise une réunion préparatoire des massacres et puis il commence par se tuer lui-même? Le président de la CVR, Pierre Claver Ndayicariye, a donné sa réponse. Je vous demanderai de me plus poser cette question, parce qu'en état dans le leadership de l'UPRONA, tu ne peux pas expliquer aux citoyens qui ont perdu leur comment seulement les gens d'une même ethnie ont disparu. C'est inexplicable. Au sein de la direction de l'UPRONA, il y avait des Hutus et des Tutsis, mais ceux qui avaient été arrêtés appartenaient à une même ethnie. Ce rapport d'étape de plus de 19 000 pages de la CVR se limite aux crimes commis jusqu'en 1973. Selon son président Pierre Claver Ndayicariye, le gouvernement burundais est en train de préparer une loi qui permettra à la commission de restituer à certains Burundais des terres et d'autres biens leurs volés au cours des crises qui ont endeuillé le Burundi. Et l'initiative pour les droits humains au Burundi estime que la détention de l'ancien Premier ministre n'a pas permis l'évolution du respect des droits de l'homme au Burundi. Dans son rapport publié ce mercredi, l'initiative indique même qu'il est difficile que le système CNDD-FDD change. Éloge Divin, Remecha. L'IDHB indique dans son rapport que même si les rumeurs selon lesquelles Munyoni et ses proches auraient planifié un coup d'État pour renverser Ndayishimiye restent sans fondement, il est clair que l'arrestation de Munyoni était le point culminant d'une rivalité personnelle et de tension entre lui et Ndayishimiye. Selon l'IDHB, l'ancien Premier ministre avait bloqué certaines des réformes annoncées par le président Evariste Ndayishimiye, le faisant paraître comme faible et inefficace, en le congédiant tout d'abord en septembre 2022, puis en ordonnant son arrestation en avril 2023, le président Ndayishimiye a repris les commandes et a renforcé sa position presque instantanément selon l'initiative pour les droits humains au Burundi. Bien que l'arrestation de Bunyoni ait renforcé l'image de Ndayishimiye, peu de personnes pensent que cela changera fondamentalement le système, l'appareil bien établi du CNDD-FDD qui s'accroche au pouvoir depuis près de 20 ans. L'IDHB dit aussi que le fait que Ndayishimiye ait choisi de remplacer Bunyoni au poste de Premier ministre par un homme au passé tout aussi sanglant, Gervais Ndirakobucha, n'a pas aidé. L'IDHB estime qu'avec Bunyoni en prison et d'autres anciens responsables puissants marginalisés, Evariste Ndayishimiye pourrait choisir d'adopter une position plus audacieuse contre l'impunité. Mais au lieu de cela, indique cette initiative, le chef de l'État semble suivre fidèlement la tradition du CNDD-FDD consistant à punir les opposants présumés et à protéger les loyalistes de haut rang. L'ampleur des violations graves des droits humains au Burundi a peut-être diminué au cours des 2 dernières années, mais les facteurs qui ont permis à ces violations de se produire restent intacts, en particulier la politisation du système judiciaire à laquelle Ndayishimiye n'a pas voulu s'attaquer. Selon l'IDHB, le président Ndayishimiye intervient uniquement quand cela est dans son intérêt ou quand il est sous pression. Cette attitude du chef de l'État devrait être une source de préoccupation, en particulier à l'approche des élections
élections législatives de 2025 et des élections présidentielles de 2027, selon l'IDHB, qui rappelle qu'avant les élections précédentes, des agents du service national de renseignement, des policiers et des Imbonerakure s'en sont pris aux opposants politiques et ont tué, arrêté et maltraité des dizaines d'entre eux. Dans son rapport intitulé, je cite, « Un adversaire vaincu, jusqu'où ira le président Ndayishimiye », fin de citation, l'initiative pour les droits humains au Burundi estime que le cercle des généraux puissants qui comptait une douzaine de membres n'en compte actuellement que 3, le président Ndayishimiye, le premier ministre Gervais Ndirakobucha et le chef d'état-major général de l'armée, Prime Niyongabo. Et les défenseurs burundais des droits humains s'insurgent contre la récente mesure du gouvernement burundi annulant la conférence internationale Connect Africa 2023. Dans sa déclaration, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, indique que le ministre de l'Intérieur, autorité qui a annulé la conférence, avait l'obligation de collaborer avec les organisateurs de la conférence afin que toutes les conditions soient réunies pour que la conférence ait lieu pour l'intérêt de la nation et pour l'intérêt des organisateurs et participants. Écoutez plutôt Eulaline Nibizi, présidente de la CBDDH. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme déplore que le ministre a annulé à la dernière minute cette autorisation. Normalement, quand il y a un droit, quand il y a une liberté qui est offerte par la loi, l'autorité qui a à en faire le suivi a l'obligation de faciliter l'exercice de cette liberté, l'exercice de ces droits et libertés. Et le ministre de l'Intérieur en question avait l'obligation de collaborer avec les organisateurs de la conférence afin que toutes les conditions soient réunies pour que la conférence ait lieu dans des conditions optimales pour l'intérêt de la nation, mais aussi pour l'intérêt des organisateurs et des participants. Reporter ou annuler une autorisation le 14 alors que la conférence est prévue pour le 15, c'est une annulation de dernière minute qui ne peut pas remettre en arrière, qui ne peut pas permettre de compenser les dépenses ayant été engagés pour l'organisation de cette conférence. Déjà, les organisateurs étaient déjà au Burundi. Les participants étaient déjà au Burundi. Toutes les dépenses liées à la conférence étaient déjà engagées. Les hôtels, les moyens de transport, le temps aussi. Autant de ressources gaspillées pour organiser une conférence qui sera annulée à la dernière minute constitue tout simplement une très mauvaise stratégie, un très mauvais choix de la part d'un délégué du gouvernement tel que le ministre et à l'intérieur dans ses attributions. C'est pourquoi nous demandons dans cette déclaration, après avoir déploré cet acte de dernière minute, nous demandons au gouvernement du Burundi de joindre l'acte à la parole. Le gouvernement dit, les portes sont ouvertes, le Burundi est sécurisé, alors pourquoi alors priver les gens du droit de rassemblement pacifique? Pourquoi ne pas mener des investigations, engager le dialogue et jamais prendre des mesures radicales de dernière minute au risque de perdre sa crédibilité? Si nous enregistrons les pertes, les personnes qui devaient participer à cette conférence, provenant de l'intérieur du Burundi comme de l'extérieur du Burundi, les pertes sont énormes. Et cela est à la charge de l'État du Burundi. Et c'est pourquoi nous avons demandé qu'il y ait ouverture d'accord, mais que le gouvernement du Burundi indemnise les victimes de cette annulation de dernière minute. Que le Burundi indemnise les organisateurs, les participants, mais aussi les hôtels, mais aussi les gens qui sont dans les affaires du tourisme, qui ont engagé des dépenses pour préparer la conférence et l'arrivée des invités et qui malheureusement ont été surpris à la dernière minute par l'annulation. Et en page médias, suspension par le Conseil national de la communication CNC de certains médias en ligne. Vestine Nahimana considère ces médias suspendus comme n'étant pas sous le champ de travail. Également, elle a mis en garde certaines radios et journaux écrits pour différentes irrégularités. Suivez Vestine Nahimana, présidente du Conseil national de la communication CNC. Des atteintes aux bonnes mœurs commises par les médias comme Iteka FM, Kazoza FM, BTV et Roy TV. Il s'agit des propos déséquilibrés, mensongers et dont les sources ne sont pas rigoureusement vérifiées. Ils ont été observés à la RFI, au journal Iwachu. On a observé des propos diffamatoires
incitant à la haine. Ils ont été commis par voie de Indundi Culture. Les propos diffamatoires portant atteinte à l'honneur ont été commis par voie de la CCIB FM+, Indundi Culture et Bonesha FM. Des propos diffamatoires, exagérés, mensongers, portant à l'honneur et à la dignité humaine ont été observés à la Kabaza Web TV. C'est l'article 2 du Code de la déontologie. Les propos injurieux et portant atteinte à la vie privée et à la confraternité ont été observés à la plateforme de la radio Iséré FM. Et le déséquilibre et le mauvais traitement de l'information ont été observés sur NetPresse. C'est l'article 52 de la loi sur la presse. La déformation des faits, animalisation des gens, incitation à la révolte et à la haine ont été observés à l'agence de presse Bimenye Burundi Communication Center, GBCC. Nous avons observé des journaux qui ne déposent plus, alors que c'est prescrit par la loi sur le CNC. Le dépôt légal à chaque publication est obligatoire. Et ces journaux et périodiques aussi viennent d'avoir une mise en garde. Normalement, la presse en ligne, pour pouvoir travailler, il demande aussi l'enregistrement au niveau du CNC. Signifie que le CNC a le droit et le devoir de les suivre comment ils travaillent, sinon prendre des mesures. Il s'agit maintenant de télévision en ligne, Homeworld TV, Ihuriro TV, Business Time, W Leaders, magonline.com, Pitedula Custom, et JTV et ShowUp TV. Ces médias de la TV en ligne que nous venons d'observer, la mesure prise par le Conseil national de la communication, c'est tout simplement la suspension. Et parlons santé à présent. Le ministère de la Santé publique indique que le Burundi est confronté actuellement à une carence de médecins suite à leur départ massif vers l'étranger. Cela a été déclaré ce lundi par la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Dr Sylvie Nzeyimana, au moment où elle répondait aux questions orales des députés. Selon la ministre, cette problématique est en train d'être analysée au sein du gouvernement et prochainement des solutions relatives vont être annoncées. C'était problématique de départ massif des médecins parlé par plus d'un. Je tiens à affirmer que c'est un problème réel dont nous faisons face et il faut que vous sachiez qu'elle ne date pas de plusieurs années. C'est une problématique qui a commencé à se manifester beaucoup à partir de 2020. Ces départs concernaient des médecins spécialistes et aussi des généralistes. Les enquêtes que nous avions menées auprès de 80 hôpitaux, nous avions découvert 130 départs de médecins. Mais avant, la situation n'était pas encore alarmante et c'est pour cette raison que le ministère ne le voyait pas comme une question pertinente. Au sein du ministère, nous constatons qu'actuellement la situation est très alarmante et nous avons parlé de cette situation au gouvernement. Ce dernier est au courant de cette situation et c'est une question qui nécessite d'être résolue dans les brefs délais. Je pense que dans les prochains jours, nous allons annoncer des solutions à cette problématique et je pourrai venir ici en parler ou l'annoncer ailleurs. Le président de l'Assemblée a demandé le pourquoi de ces départs alors que les hôpitaux ont beaucoup d'argent sur leur compte. Il proposait que ces sommes d'argent soient utilisées pour résoudre cette problématique. Ici, honorable président de l'Assemblée, je voudrais signaler qu'en ce qui est des salaires et des indemnités, ils doivent être soigneusement étudiés et des fois, il faut qu'il y ait des écrits. Il s'avère que cette proposition peut aider à trouver une solution. Elle va être analysée pour qu'il y ait une bonne organisation, peut-être à partir des écrits ou des ententes
confiante entre tous les concernés. Cette problématique du départ massif de médecins avait poussé le syndicat national du personnel de la santé, SYNAPS, et le syndicat des médecins généralistes du Burundi, SIMEGEB, à organiser conjointement un point de presse en date du 14 septembre 2023. Les responsables des deux syndicats avaient déclaré que les raisons qui motivent les départs des médecins sont essentiellement les maigres salaires perçus par rapport à leurs prestations, les heures supplémentaires non payées et le manque de matériel médical. Et comme proposition, ces deux syndicats avaient demandé au gouvernement de trouver rapidement des solutions pour que les médecins soient gardés au pays et ainsi assurer le bien-être de la population. En page éducation, le manque d'enseignants et de matériel didactique ainsi que la vétusté des infrastructures des écoles sont parmi les difficultés auxquelles font face plusieurs établissements scolaires en province Makamba au cours de cette année scolaire qui vient de débuter. Une situation qui affecte négativement le métier des enseignants ainsi que la connaissance dispensée aux élèves. Eric Nyunzima. L'un des enseignants de la commune Vugizo en province de Makamba indique que le manque d'enseignants continue à s'observer dans les écoles de cette commune ainsi que dans les autres communes de la province de Makamba, malgré que leur ministère de tutelle ait récemment donné de l'emploi aux nouveaux enseignants. Ce problème fait que ces enseignants travaillent pendant plusieurs heures, surtout ceux qui enseignent dans les écoles secondaires. C'est toujours notre source, cette situation s'empire aussi à cause du manque de matériel didactique dans ces écoles qui ont beaucoup d'effectifs des élèves. Le problème de manque d'enseignants est une réalité. Ce qui est étonnant, c'est que même s'il y a eu des recrutements de nouveaux enseignants, les écoles dont les enseignants sont partis, ces derniers n'ont pas été remplacés. Le manque d'enseignants ne s'observe pas seulement dans la commune Vugizo, mais c'est un problème généralisé en province de Makamba. En conséquence, le peu d'enseignants disponibles sont obligés de faire des heures supplémentaires, plus particulièrement dans les classes secondaires. Ainsi, ils travaillent mal étant donné que le matériel didactique manque également alors que les élèves sont très nombreux. Une autre difficulté évoquée par ces enseignants de la province de Makamba, c'est la vétusté des infrastructures des écoles, y compris les latrines, qui doivent être réhabilitées. Un autre problème qui n'est pas moindre, c'est la vétusté des infrastructures, surtout les toilettes. On ne sait pas si les responsables de ces écoles sont prêts à les réhabiliter. À part cela, les différents enseignants qui travaillent dans cette province affirment qu'il y a certaines écoles qui ont un manque criant de bancs pupitres et que d'autres manquent de salles de classe. Ainsi, ces enseignants qui ont pu s'entretenir avec la RPA demandent au gouvernement du Burundi de tout faire pour que ces problèmes qui gangrèrent le secteur de l'éducation soient résolus dans les brefs délais afin que les élèves puissent bien étudier. Merci Eric Nyunzima et Environnement pour clore cette édition. Les habitants de la zone Gatumba, commune Mutimbuzi en province Bujumbura, demandent au gouvernement d'être protégés des inondations qui sont causées par la rivière Rusizi, surtout dans cette période pluvieuse. Ils alertent après les propos d'Anissé Nibaluta, président de la Commission nationale en charge de la gestion des catastrophes, lors d'un atelier tenu ce lundi. Il déclarait que le projet de la construction d'une digue sur les rives de la rivière Rusizi est suspendu car ce n'est pas une solution efficace pour protéger la population de la zone Gatumba. Les habitants de la dite zone font savoir que si rien n'est fait dans l'immédiat, ils vont subir des conséquences des inondations qu'ils ont rencontrées les années antérieures. Suivez l'un des habitants de la zone Gatumba. Dernièrement, on a eu pas mal de problèmes suite aux inondations causées par la rivière Rusizi. Nous avons été obligés de déménager pour aller demander l'abri dans les sites pour certains
et d'autres ailleurs car c'était catastrophique. On a eu d'espoir lorsque le gouvernement nous a promis de construire une digue sur les rives de la rivière Rusizi qui va nous protéger contre les inondations. On a été contents, mais ce qui nous a fort étonnés est que récemment, on a appris que rien ne va se produire sur les rives de la Rusizi car ce projet de construction de la digue est suspendu. On ne sait pas quoi faire étant donné que la saison pluvieuse a déjà commencé. Nous demandons au gouvernement de faire tout son possible afin que les problèmes que nous avons rencontrés dernièrement ne se reproduisent plus. Nous avons entendu que le gouvernement veut nous déplacer vers d'autres endroits loin de chez nous. Cela n'était pas mauvais, mais qu'ils sachent qu'il y a beaucoup d'habitants de la zone Gatumba qui exercent leurs activités quotidiennes dans la capitale de Bujumbura et que ça sera très difficile pour eux de faire vivre leur famille. L'idéal serait de nous protéger étant ici dans notre localité. Et voilà, c'est sur cette intervention d'un habitant de la zone Gatumba que nous mettons point final à cette édition. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Ines Kakiza. Excellent moment, chef.